Nous allons maintenant procéder à la remise du prix Franklin-Lavoisier. Ce prix Franklin-Lavoisier est un prix qui a été créé en 2007 par le Science History Institute de Philadelphie et par la fondation de la Maison de la Chimie. Les deux instituts, le Science History Institute et la Fondation de la Maison de la Chimie, tous les deux ont une attention très particulière à la conservation du patrimoine scientifique et industriel. Et le prix Franklin-Lavoisier a pour vocation de récompenser une personnalité ayant contribué de manière significative à une meilleure connaissance de l'histoire des sciences et en particulier de la chimie. Le prix est d'un montant de 15 000 €. Il est décerné tous les 2 ans et cette année, pour la 8e édition, suivant les recommandations du jury, nous avons choisi de récompenser Madame Bernadette Bensaud-Vincent, qui est présente à la tribune. Avec David Cole, qui est le président du Science History Institute de Philadelphie. Et je vais d'ailleurs appeler à la tribune Julien Latte. Voilà. Et je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Oui, allez-y. Quelques mots de présentation pour Madame Bernadette Bensaud-Vincent. Le choix a été fait en reconnaissance de sa remarquable contribution à l'histoire et à la philosophie de la chimie et des relations entre la science et la société. Ses travaux portent sur les sciences de la matière et des matériaux et visent à une compréhension de la chimie au sens large, dans toutes ses dimensions intellectuelles, culturelles et sociétales. Bernadette Bensaud-Vincent est auteure de plus d'une centaine d'articles et d'ouvrages. Elle est membre de l'Académie des technologies et ses travaux ont été salués par de nombreuses reconnaissances internationales, comme le prix Jean Rostand en 1994 et le Dexter Award distribué par l'American Chemical Society en 1997. Alors, à côté du prix Franklin-Lavoisier 2024, le jury, exceptionnellement cette année, a également choisi de remettre un prix Franklin-Lavoisier d'honneur à Armand Latte, compte tenu de sa contribution exceptionnelle au patrimoine scientifique, en particulier au patrimoine scientifique dans le domaine de la chimie. Armand Latte, qui est professeur émérite à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Malheureusement, Armand, qui a 90 ans cette année, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais son fils Julien le représente à la tribune. Je laisse la parole maintenant à David, qui va dire quelques mots, à la suite de quoi nous remettrons les médailles concernant le prix à Madame Bensaud et à Julien Latte. Ouais. Bonjour. C'est un immense plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui et de prendre la parole dans cet amphithéâtre Lavoisier pour fêter les lauréats du prix Franklin-Lavoisier 2024. Je voudrais commencer par remercier très chaleureusement la Fondation de la Maison de la Chimie, affiliée et partenaire de Science History Institute, dans ce prix conjoint, par la magnifique organisation de cette journée qui forme l'écran de la cérémonie de remise des prix. Il me tient à cœur de saluer Philippe Gebel, président de la Fondation, pour son accueil chaleureux et amical et pour notre partenariat renouvelé. Je désire aussi rendre hommage au travail des membres du jury, les professeurs Marta Lorenzo,
Lawrence Principe et Philippe Walter, qui ont participé à une sélection consciencieuse parmi d'excellentes nominations. Le mérite des lauréats de cette année vient d'être rappelé par mon homologue Philippe Gebel et illustre bien le genre de travaux et développement que le prix Franklin Lavoisier entend récompenser et promouvoir. Dans le domaine de l'histoire des sciences chimiques, ce prix décerné conjointement par nos deux fondations est unique au monde. Il vient soutenir une activité à la fois intellectuelle et matérielle qui est souvent peu mise en valeur, voire ignorée, et pourtant nécessaire dans notre monde en mutation profonde. On parle de la préservation, l'interprétation et le partage de l'histoire des sciences chimiques pour permettre de mieux comprendre aujourd'hui et surtout de préparer demain. Fondé en 1982, le Science History Institute a précisément pour mission de préserver, interpréter et partager l'histoire de la science et de la technologie. Cet effort déborde par définition des murs de notre quartier général à Philadelphie. Entamée il y a plus de 40 ans, la mission se poursuit aujourd'hui avec une vigueur que la pandémie a en fait renouvelée, et même dopée grâce au développement de nos programmes numériques. Une telle mission ne peut être accomplie en solo. Elle réclame la collaboration des acteurs du monde académique et industriel de la chimie en sens large, des organisations telles que la Fondation de la Maison de la Chimie, et l'engagement actif des historiens des sciences du monde entier. La lauréate du prix Franklin Lavoisier 2024, Bernadette Bensaud-Vincent, ont fourni une excellente illustration. Au Science History Institute, nous avons bénéficié de son concours lorsqu'en 1998 déjà. Elle menait une histoire orale avec Stephanie Kwolek, l'inventrice du Kevlar. L'interview est accessible via le portail de nos collections digitales, en audio comme en transcription. Il suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur l'écran. Si l'histoire des matériaux vous passionne, il y a de nombreux autres documents et blogs sur notre site. L'un des aspects qui nous intéresse particulièrement dans notre mission, c'est de mieux comprendre comment s'articulent science et société tout au long de l'histoire humaine. La pollution ou les guerres sont parmi les sujets que nous devons aborder au-delà des discours simplistes et polarisants. Armand Latt, lauréat d'honneur du prix Franklin Lavoisier, a fait partie des démineurs chimiques, si je peux employer cette expression, une action qui transcende les frontières et la géopolitique et confère à l'expertise chimique un rôle moral et pacificateur. On connaît bien l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OPCW en anglais, dont l'œuvre a été couronnée par le prix Nobel de la paix en 2013. Mais l'on ignore souvent le labeur tenace des chimistes et le rôle clé de certains chimistes tels Armand Latt, ainsi que celui de l'Union internationale de chimie pure et appliquée, ou IUPAC en anglais, dans cette tâche difficile. Au Science History Institute, nous avons le privilège de conserver les archives de IUPAC qui permettent de raconter cette histoire.
Ces archives viennent de s'enrichir d'un nouveau lot qu'il faudra inventorier pour le mettre à la disposition des chercheurs. Le prix Franklin-Lavoisier a été créé en 2007 conjointement par la Fondation de la Maison de la Chimie et le Science History Institute, est nommé en l'honneur d'Antoine Laurent Lavoisier et de Benjamin Franklin, deux des plus grands esprits du XVIIIe siècle. D'ici 2 ans, en 2026, nous aurons l'immense privilège d'accueillir la cérémonie à l'Institut à Philadelphie, au moment où la ville vibrera tout entière des festivités du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance américaine. Notre amphithéâtre ne porte pas le nom de Benjamin Franklin, mais sa maison et le musée qui lui est dédié sont notre voisin immédiat. Ce sera pour nous une joie de vous retrouver pour célébrer ensemble des personnes et des organisations dans le monde qui ont apporté des contributions significatives à la préservation, l'interprétation et le partage du passé et du patrimoine chimique. Merci beaucoup. Merci David, et merci beaucoup d'avoir fait ton speech en français. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais donner dans quelques instants la parole à Bernadette Bensaud de Vincent, et à la suite, elle va faire une présentation, à la suite de quoi je dirai quelques mots au nom d'Armand, qui a préparé quelque chose, et je vais m'exprimer en son nom. Mais auparavant, on va vous remettre les médailles du prix Franklin-Lavoisier. Madame, félicitations. Monsieur, des photos Non. Photo. Non. Non. Ah oui. Bien, je voudrais d'abord remercier le Science History Institute et la Fondation de la Maison de la Chimie pour cette magnifique récompense qui honore ma modeste contribution à l'histoire des sciences. Et cela me réjouit d'autant plus que j'ai choisi une voie avec l'histoire de la chimie méprisée par mes collègues philosophes. Pendant longtemps, en effet, les philosophes ont dédaigné la chimie comme une science pas intéressante, trop proche du vécu quotidien, trop proche de la cuisine. Plus dignes d'attention à leurs yeux sont les questions théoriques grandioses que posent les sciences de la vie ou la physique, comme réalisme, déterminisme, finalisme, hasard et nécessité. Moi, j'ai préféré la chimie justement parce que c'est une science impure. Impure non pas au sens moral, où elle est corrompue, encore que, mais au sens de mélange, au sens chimique. C'est une science mixte d'enjeux scientifiques et techniques. Voici en effet un domaine où cohabite la recherche des lois régissant la diversité des molécules chimiques et de leurs réactions, et la recherche de nouvelles molécules pour la pharmacie, l'industrie, l'agriculture. Voici une science en prise sur les questions pratiques, la qualité de l'air, la contamination de l'eau, l'hygiène, la santé, l'environnement. L'eau, qui est le thème de ce colloque, est un bon exemple de sujet mixte. Elle est, et elle a toujours été, le sujet de prédilection des chimistes depuis l'Antiquité, qui ont pendant des siècles étudié non seulement
l'eau en général comme un composant du monde cosmique, mais aussi les eaux au pluriel, leur composition respective et leurs propriétés thérapeutiques. Dans tous les cas, les recherches sur l'eau sont lourdes d'enjeux théoriques et pratiques. Et je vais vous présenter aujourd'hui 2 vignettes, je vais vous transporter dans un temps complètement dépassé, 2 vignettes qui illustrent cette approche mixte. La première, elle est de Bernard Palissy, un personnage un peu mythique, 1510-1589, qui a écrit des discours admirables de la nature des eaux et des fontaines, tant naturelles qu'artificielles. Et ce livre se présente comme un dialogue entre 2 personnages fictifs, théoriques. Alors théorique, c'est l'incarnation des gens qui travaillent dans des cabinets et qui apprennent le latin. Et théorique est présenté dans l'introduction comme, je cite, « aussi grand bête aujourd'hui comme hier ». Et de l'autre côté, pratique, qui est très savante et futée, et qui répond aux questions à partir de sa connaissance du terrain. L'avertissement du livre nous promet qu'en lisant ce livre, on en apprendra en 2 heures plus qu'en 50 ans de lecture d'auteurs latins. Et cette supériorité de la pratique sur le savoir livresque est un thème récurrent au XVIe siècle, en particulier chez les disciples de Paracelse, et c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire de la chimie. La question de départ posée par Théorique est: comment peut-on se procurer de l'eau potable pour le bétail et pour les humains quand les puits sont taris à cause de la sécheresse? C'est une question qu'on vient de débattre aujourd'hui. Théorique, alors, passe en revue diverses solutions. On peut utiliser des pompes, mais Pratique répond non. Les pompes, c'est trop violent et puis ça demande des réparations. Des citernes, des mares. Ah oui, mais l'eau croupie, c'est pas bon. Hein. Alors Pratique se lance dans un grand discours cosmologique sur l'origine des sources naturelles et des sources thermales. Et il expose le cycle de l'eau et il explique même la formation des montagnes. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est qu'il faut passer par l'étude générale des phénomènes de la nature pour résoudre un problème très concret qui est celui de s'approvisionner en eau potable. Alors Théorique se met en colère et lui rétorque « Mais tu es un grand folle, tu es un grand menteur, car tu ne m'as pas dit comment je peux avoir de l'eau sur mon domaine. » Et Pratique lui répond « Il n'y a pas de solution générale, car cela dépend de la nature de ton terrain. » Bref, le message est « Il faut tenir compte des circonstances locales, du terrain, pour rivaliser avec l'œuvre de Dieu. » Le chimiste peut rivaliser avec les sources naturelles, car il mobilise les mêmes causes que la nature. Et ce thème est le refrain des alchimistes du Moyen-Âge contre les soupçons de sorcellerie ou de magie dont ils ont été la victime. Ce dialogue révèle donc une approche caractéristique des chimistes vis-à-vis de la nature. Défendre la technique, mais défendre la technique comme en continuité avec la nature. Ma deuxième vignette est pour un personnage plus... Ça meurt pas. Un personnage plus connu puisqu'il s'agit de Lavoisier. J'y arrive pas. Bon, c'est pas grave. Lavoisier est connu parce qu'il a destitué l'eau de son titre d'élément principe, enterrant du même coup l'antique théorie des 4 éléments qui, moyennant quelques réaménagements, était encore d'actualité au XVIIIe siècle. Mais on oublie que non seulement il a, comme tous les chimistes de son époque, utilisé l'eau comme instrument d'analyse, comme solvant, mais aussi que Lavoisier a commencé sa carrière de chimiste en étudiant les eaux minérales, notamment dans les Vosges.
Et ce qui est original chez Lavoisier, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'étudier les eaux minérales. Il a effectivement travaillé là-dessus, mais il a aussi rédigé plusieurs mémoires sur les eaux de la Seine et de l'Yvette, et en réponse à des concours de l'Académie. Plus qu'aux eaux minérales, le chimiste doit, selon Lavoisier, s'intéresser à l'analyse des eaux de rivière, dans la mesure où elles constituent une ressource à capter et à canaliser pour l'urbanisation et l'hygiène publique. L'eau courante a de si hautes vertus hygiéniques qu'elle est, aux yeux de Lavoisier, plus digne d'intérêt que les eaux minérales. Il dit un petit peu « Détournez votre attention des eaux minérales qui sont réservées à l'aristocratie pour étudier les eaux communes, les eaux courantes qui sont utiles à tous », et c'était vraiment son injonction auprès de ses confrères de l'Académie des sciences. Lavoisier a consacré un long mémoire de la nature des eaux d'une partie de la Franche-Comté et d'autres, pour lesquels il met au point une méthode de mesure en perfectionnant un instrument qui s'appelle l'aréomètre, ou pèse-liqueur, qui permet de mesurer la pesanteur spécifique d'un liquide. Et Lavoisier construit plusieurs aréomètres en fonction des quantités à mesurer et surtout des usagers. Les aréomètres qu'il construit pour la recherche sont beaucoup plus précis que les aréomètres qu'il met au point, qui sont utilisés pour tester les eaux de rivière ou pour taxer les alcools, puisque Lavoisier était aussi fermier général et s'occupait de taxation. Et ceci a embarqué Lavoisier dans une grande aventure de perfectionnement des instruments, non seulement pour l'analyse des eaux, mais pour la plupart des instruments de précision. Et quand il a pu disposer d'un laboratoire personnel, parce que, en tant que chimiste, il a été installé à l'Arsenal, c'est-à-dire qu'il a été chargé de la production de poudre à canon pour l'armée française. Il a fait construire à ses frais, j'arrive pas à changer la diapo, il a fait construire à ses frais une quantité d'instruments de précision par deux constructeurs parisiens, Nicolas Fertin et Pierre Meignier le Jeune, qui sont des balances, des thermomètres, des baromètres, des eudiomètres, des aréomètres, des gazomètres, des pyromètres et des calorimètres. On est entré dans l'ère de la chimie quantitative de la mesure. Et grâce à cet équipement, il a mis en scène une grande démonstration expérimentale de composition de l'eau, pour démontrer la composition de l'eau. Le 27 février 1785, Lavoisier convie tous ses confrères académiciens, ainsi que des savants étrangers, ainsi que des nobles de la cour, des ministres, des notables, pour assister à une expérience solennelle qui dure 2 jours. Elle a demandé 1 an de préparatifs et des investissements très lourds. On dirait aujourd'hui c'est de la big science. Mais pourquoi cette cérémonie solennelle alors que Lavoisier et la plupart de la communauté des chimistes savaient depuis 1783 que l'eau était composée? Cavendish avait fabriqué de l'eau en combinant de l'air inflammable, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'hydrogène, et de l'air vital, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'oxygène. Il avait lui-même refait l'expérience, Lavoisier avait refait l'expérience en 1783 avec Pierre-Simon Laplace devant l'Académie. Mais il n'était pas satisfait parce qu'il n'avait que des résultats qualitatifs. Et surtout, une synthèse ne suffit pas à prouver, pas plus qu'une analyse simplement. Pour faire la preuve, il faut les deux, analyse et synthèse. Mais ce qui a été le prétexte de cette expérience, c'est précisément que l'expérience historique, elle provient d'une demande du gouvernement. Et vous voyez bien ici la conjonction des arguments théoriques et pratiques. C'est en effet l'époque
où tout le monde, si j'arrive à changer la diapo, c'est en effet l'époque où tout le monde s'émerveille parce qu'on a des vols en ballon ou en aérostat, comme on dit, des frères Montgolfier, de Pilâtre de Rosiers ou de Jean-Charles, et le roi, percevant l'intérêt militaire de ces nacelles, a créé une commission des aérostats, pour les perfectionner et pour encourager notamment la fabrication de ballons à hydrogène, qu'on appelait à l'époque air inflammable. D'où la nécessité de produire en grand cet air inflammable et de le produire dans des bonnes conditions de sécurité. C'est ainsi que Jean-Baptiste Meunier, officier chargé de travailler avec Lavoisier, va essayer d'obtenir de l'air inflammable à partir de la décomposition de l'eau. Et c'est lui qui a fait construire 2 gazomètres qui ont été utilisés et qu'il a aussi perfectionné la décomposition de vapeur d'eau dans le canon de fer porté à incandescence. Mais par-delà la résolution des problèmes techniques, il s'agissait de faire une démonstration spectaculaire que l'eau n'est pas un élément, pas plus que l'air, pour appuyer la théorie de Lavoisier sur la combustion. À savoir, la combustion est en réalité une décomposition de l'air atmosphérique qui capture l'air vital, c'est-à-dire l'oxygène. Le procès-verbal de la grande expérience solennelle, dûment signé par des témoins, nous permet de suivre le déroulement de cette expérience. La décomposition commence le 27 février au matin. L'eau percole dans le canon de fer traversant un brasier et commence à se décomposer. L'analyse se termine à 18h30. La portion d'eau non décomposée est recueillie sous forme de vapeur dans un flacon. L'hydrogène ou air inflammable dégagé est récupéré dans une cloche de verre qu'on appelle une caisse pneumatique. Lavoisier et Meunier lancent alors une première synthèse dans l'après-midi. Ils enflamment l'hydrogène dans l'oxygène, soigneusement purifié grâce à un allumage électrique. Le lendemain, 28 février à 8h, ils amorcent une deuxième synthèse qui se termine à 13h15. Gaspard Monge, qui est connu comme mathématicien, appose les scellés sur les divers flacons et les spectateurs se retirent. Les jours suivants, Lavoisier et Meunier pèsent les produits, les gaz résiduels et les divers appareils. En fait, la masse totale de l'eau synthétisée n'est pas tout à fait égale à la somme des masses d'air utilisées au départ. Car il y a eu une petite fuite, on a parlé des fuites tout à l'heure, il y a toujours des fuites. Il y a eu quelques gouttes d'eau en plus synthétisées qui ont été projetées sur le mur. Mais, qu'à cela ne tienne, pour établir néanmoins un bilan de réaction, Lavoisier fait une estimation de la quantité perdue en demandant à son technicien de recommencer à projeter un peu d'eau sur le mur. Or, loin de déplorer l'incident, Berthollet, qui est le commissaire chargé de certifier que tout s'est bien passé, insiste sur la rigueur des calculs d'estimation des pertes qui, d'après lui, rendent les résultats absolument incontestables. À la suite de cette expérience, Berthollet se convertit aux idées de Lavoisier et 2 ans plus tard, il participe avec Lavoisier, Fourcroy et Guthon de Morveau à la réforme de la nomenclature qui va consacrer les termes hydrogène, générateur d'eau, et oxygène, générateur d'acide, d'après la théorie de Lavoisier. Cette vignette suggère donc que l'estimation des erreurs ou l'approximation, l'art de l'approximation, font partie de la recherche chimique autant que la conjonction d'intérêts économiques ou militaires avec les enjeux de connaissance. Cette expérience spectaculaire ne livre pas pour autant le secret de l'eau. Pas plus que la formule H2O établie 50 ans plus tard. Ces 2 épisodes de notre temps ont permis d'éclairer quelques aspects de la nature de l'eau et de sa circulation sur la planète.
Mais l'eau recèle encore bien des énigmes, car les propriétés physiques et chimiques de l'eau ne résident pas seulement dans sa composition. Elles dépendent de la présence d'ions et des liaisons réversibles avec les molécules voisines, plus ou moins réversibles, et dans certains cas, de la présence d'isotopes rares comme le deutérium. Les chimistes du XXIe siècle ont encore beaucoup à étudier, encore et toujours, les propriétés et les comportements de l'eau, afin de contribuer à maintenir une terre habitable en dépit des dérèglements climatiques. Et cela en collaboration avec d'autres scientifiques et ingénieurs. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister. En effet, c'est une marque distinctive, me semble-t-il, de la communauté des chimistes qu'ils ou elles travaillent le plus souvent hors frontières, dans des domaines professionnels extrêmement variés, allant de l'industrie, voire de l'agriculture, à la médecine, dans les domaines pharmaceutiques, les technologies nucléaires, les biotechnologies, les nanotechnologies, aujourd'hui les sciences de l'atmosphère et les sciences du climat. À mes yeux, l'identité de la chimie se construit un petit peu sur le modèle d'une diaspora. Je veux dire par là que la communauté des chimistes est une population dispersée, immergée dans des pays étrangers, qui conserve néanmoins une forte identité culturelle qu'elle a forgée à la fois par le langage chimique, cette fameuse nomenclature qui a été mise au point et créée à l'époque de Lavoisier, et aussi par les divers terrains où opèrent les chimistes, et que la chimie s'enrichit et se renouvelle sans cesse dans l'étude de ces terrains. Voilà, je vous remercie et encore merci. Alors, comme je vous l'ai dit, merci beaucoup Bernadette pour ce brillant exposé et très à propos, à la fois vis-à-vis du prix Franklin-Lavoisier et vis-à-vis, évidemment, de notre thème d'aujourd'hui sur l'eau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Armand Latte ne peut pas être des nôtres, mais il m'a transmis un texte et je vais vous en donner la teneur essentielle. D'abord, et ça peut intéresser tous les jeunes qui sont présents ici parmi nous ce matin, Armand était issu d'un milieu modeste et il a commencé par des études qui, normalement, devaient le conduire à devenir menuisier. Et c'est simplement parce qu'un de ses enseignants avait compris le potentiel qu'il avait, qu'il a été incité la même année où il a passé ce qu'on appellerait aujourd'hui un CAP de menuisier, en 1948, à présenter pour la première année, c'était la première année que l'examen existait, le BEPC, que beaucoup d'entre nous ont connu, mais qui n'existe plus aujourd'hui, je crois, à ma connaissance. Mais voilà. Ensuite, Armand a été poussé par ses enseignants à aller jusqu'au baccalauréat. Il a choisi la chimie. Il est rentré dans l'école de chimie de Toulouse et à 21 ans, il est sorti ingénieur diplômé. Ce qui montre que quand on veut et quand on se dédie à ses études et qu'on est encadré par des enseignants de qualité, on peut très bien accéder à des formations qu'on n'imaginait pas au départ. Dès 32 ans, Armand est devenu professeur à l'université de Toulouse, à 30 ans même, professeur de 2e classe à la faculté des sciences de Toulouse. Et dans le texte qu'il a préparé, il a cherché à montrer comment son métier d'enseignant avait à voir avec les critères de choix que nous retenons pour sélectionner les lauréats du prix Franklin-Lavoisier. Alors il dit, la première mission du professeur de faculté, c'est l'enseignement. Et je rapproche cela, dit-il,
du critère du prix Franklin-Lavoisier qui est de promouvoir une meilleure connaissance de l'histoire des sciences et des industries chimiques. Armand Latte a adoré son métier d'enseignant. Il a toujours veillé à associer à son cours des réalisations industrielles ou des applications médicales. Il a tellement aimé cet aspect pédagogue qu'il est devenu directeur de collection chez l'éditeur Armand Collin, et pendant 10 ans, il a créé une collection qui s'appelait Du cours aux applications, qui a été rééditée à 7 reprises et qui, 50 ans après, se trouve toujours en ligne pour ceux qui ont envie de s'y référer. Alors, comme il le dit, l'histoire des sciences se construit aussi grâce à de grandes personnalités scientifiques. On vient, grâce à Bernadette, de revenir sur la qualité de Lavoisier. Armand Latte a écrit une biographie d'un grand chimiste toulousain qui s'appelle Paul Sabatier. Il avait appelé cette biographie Paul Sabatier, un chimiste visionnaire. Paul Sabatier a introduit les études scientifiques de la catalyse, mais il s'est aussi intéressé à beaucoup d'autres domaines, et entre autres, Armand a retrouvé dans les annales de la faculté des sciences de Toulouse un mémoire original de Paul Sabatier sur la classification périodique des éléments qu'il avait publié en 1890. Armand s'est aussi intéressé à l'alchimie, et il vient de finir la rédaction d'un livre qu'il a intitulé « La vie romancée de Dionysius Zacharias, alchimiste gascon, qui aurait préparé la pierre philosophale en 1550 ». Et Armand en profite pour rappeler que les tout derniers travaux sur l'or soluble viennent de montrer l'activité thérapeutique présentée par l'or soluble, ce que les alchimistes en leur temps revendiquaient déjà. Ayant la chance d'avoir un fils, Julien, ici présent, qui s'est spécialisé dans la réalisation de films vidéo, il a travaillé avec lui, les producteurs, donc, pour réaliser des courts-métrages qu'il a diffusés sur les réseaux sociaux. Le premier, Manger des insectes, en 1923, et puis L'espace et les origines de la vie, et plus récemment, Manger des microalgues, qui est en cours de publication. Deuxième critère du prix Franklin-Lavoisier, préserver et mettre en valeur notre patrimoine scientifique et industriel. Et là, Armand s'est intéressé toujours au futur de la chimie, c'est-à-dire, on sait tout ce que la chimie a apporté au cours des siècles passés, et il s'est attaché à montrer le rôle que la chimie peut tenir dans la protection de l'environnement et dans le développement durable, donc rôle qu'il associe à ce critère de préserver et de mettre en valeur notre patrimoine scientifique et industriel. Il a créé en 1979 une formation d'ingénieur qu'il appelait « Valorisation chimique des agro-ressources ». Il est devenu, de 1995 à 2001, un membre du comité Environnement and Earth de l'OTAN, et à l'issue de cette responsabilité, il a été désigné par le ministre de l'Écologie en 2001 pour participer au comité de la prévention et de la précaution, où il siège toujours aujourd'hui depuis 25 ans. Alors, une autre chose dont Armand est fier, à juste titre, c'est d'avoir créé en 2006, avec le ministère de l'Industrie et ce qui s'appelait à l'époque l'Union des industries chimiques, aujourd'hui France Chimie, un prix innovation en faveur du développement durable, et ce prix qui continue d'être décerné avec le président ici présent Bernard Meunier, le prix Pierre Potier, qui récompense donc des innovations industrielles en faveur du développement durable. Le dernier point que Armand a souligné, c'est les liens entre la France et les États-Unis, qui sont aussi un des critères du prix Franklin-Lavoisier. Et là, il a fait référence à une mission qui lui avait été confiée en 1973. 1973, c'est le premier choc pétrolier, les prix du pétrole qui sont multipliés par 4 en l'espace de quelques semaines, et la nécessité, par conséquent,
de travailler sur des sujets comme la récupération assistée du pétrole pour essayer de multiplier la ressource et de faire face à l'envolée des prix. Et la mission qui a été confiée à Armand par le gouvernement français lui a permis de collaborer avec l'université d'Austin au Texas et deux des professeurs de l'université d'Austin, William Wade et Robert Schechter, pour mettre au point ensemble de nouvelles méthodes permettant d'améliorer la récupération assistée du pétrole. Voilà très brièvement décrit la carrière et les engagements qu'Armand Latte a pu remplir au cours de sa vie professionnelle. Et en votre nom à tous, je veux le remercier. En plus, c'est un administrateur extrêmement fidèle de la Fondation de la Maison de la Chimie. Et je lui adresse, encore une fois, en votre nom à tous, toutes nos félicitations pour ce prix d'honneur Franklin Lavoisier. Merci de votre attention. Alors, je crois qu'il faut que nous nous dirigions vers les salles de restauration et je vous invite à nous retrouver à 14 heures.